Bonjour, nous sommes le lundi 28 août 2023 et aujourd'hui j'irai du général, du global au spécifique sous la forme de l'extinction du genre humain à Donald Trump. Bon, Donald Trump étant une des personnes visées par l'extinction. Le lien entre les deux peut paraître à première vue un peu opaque, mais vous allez voir, ça se lit en réalité très bien. Alors on parle beaucoup dans les milieux que je fréquente, peut-être pas dans ceux que vous fréquentez vous, mais d'un article publié c'était quoi, le 13 août 2023. C'est un article, je traduis le titre en français, le dépassement écologique humain, pourquoi une correction démographique majeure est inévitable, par un certain monsieur William Rees, qui est à l'école de la communauté et du planning régional de l'université de British Columbia. Les British Columbia, comme vous le savez, c'est une province du Canada et dont la capitale est Vancouver, sur l'océan Pacifique. Alors, comme vous l'avez déjà compris du titre, ce monsieur met les pieds dans le plat. Voilà. Les thèmes qu'il couvre sont connus. Nous allons vers l'extinction, mais son article il y a une centaine de citations, il y a quelques graphiques. C'est un exposé de type scientifique, voilà, et il arrive à la conclusion que nous allons vers la disparition d'une partie importante de la population, puisqu'il met à l'arrivée une population au plus gros de 3 milliards d'êtres humains encore en vie et au plus pessimiste 100 millions. Voilà. Donc c'est pas véritablement l'extinction, mais sa conclusion pour arriver au fait que ce serait pas l'extinction me paraît assez douteuse. Parce qu'il parle de petites poches d'êtres humains subsistant ici ou là. Bon, d'abord, quand il reste 3 milliards, ce n'est pas des petites poches. Et ensuite, quand il nous parle, voilà, il évoque des régions reculées où des populations reculées existeraient encore, etc. Si vous regardez la carte du réchauffement climatique, vous savez que ces populations reculées, vivant dans les régions reculées, elles se trouvent dans les régions où le réchauffement climatique va être le pire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ait pensé aux Esquimaux. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être eux les seuls candidats pardon, véritables à la survie dans le schéma, le scénario que développe M. William Rees. Je vous recommande de lire l'article. Vous pourrez trouver une traduction française du sommaire, d'un résumé de l'article sur mon blog. Vous pouvez lire, là, il y a un lien vers l'article tout entier qui est donc assez complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que son analyse signifie? Elle signifie un certain nombre de choses qui sont importantes. C'est le fait que dans ce mouvement de dépassement général, moi je parle de ça depuis pas mal d'années, sous le nom de dépassement de la capacité de charge de l'espèce. Voilà, c'est un vocabulaire des années 70. C'est M. Robert May qui avait introduit ce vocabulaire pour parler de la possibilité pour une espèce de continuer à vivre ou non en fonction de l'environnement qui est le sien. Environnement qu'elle peut détruire d'ailleurs et accélérer ainsi sa propre disparition. Par la suite, on a parlé d'empreinte écologique. Voilà, c'est la même notion. Moi, j'ai continué d'utiliser le vocabulaire emprunté purement et simplement à une réflexion de type écologiste au sens de la science de l'écologie. Il nous dit que nous avons dépassé ça depuis très longtemps. Il dit aussi une chose que vous avez pu voir également dans mes écrits. Vous m'avez vu à une époque introduire la notion de pétrolocène,
où j'invoquais les girafes. Ça devait être il y a quelques années où je disais la chose suivante, on nous parle d'anthropocène, voilà, d'un monde qui commence à être modifié entièrement par les hommes, et je souligne le fait que si c'était les girafes qui avaient découvert un usage particulièrement je dirais, utile de transformation du pétrole en énergie, on parlerait à ce moment-là de giraphocène, et donc il vaut mieux parler de pétrolocène plutôt que d'anthropocène. C'est la découverte, voilà, de la maîtrise du feu par les êtres humains. Ensuite, ils ont brûlé un certain nombre de choses, puis ils se sont aperçus qu'on pouvait faire des moteurs, voilà, transformer en énergie la combustion du pétrole. Et depuis, nous sommes gorgés, une gabegie, voilà, nous avons été avec gloutonnerie avaler le pétrole, et du coup, nous avons enfoncé toutes les limites nous avons transgressé toutes les limites qui permettent à une espèce comme la nôtre de vivre à la surface de la Terre. Alors vous savez, l'actualité récente me l'a rappelé, puisque j'ai reçu nos courriers, je vous en ai parlé, des exemplaires voilà, en chinois de mon livre, traduction chinoise par les presses de l'université Renmin à Pékin, traduction de mon livre, le dernier qui s'en va, éteint la lumière, thème dont je parle depuis un certain temps. Mon livre en français date de 2016, je lançais un cri d'alarme, je disais il faut absolument faire quelque chose, etc. etc. Je n'étais pas le premier, bien longtemps avant, il y a un demi-siècle, les époux Meadows dans le fameux rapport de Rome montraient que c'était autour des années 2030 que la civilisation humaine allait s'effondrer. Donc ça fait longtemps que les gens en parlent. Moi j'avais lancé un cri d'alarme, de rappel si l'on veut, avec un livre en 2016. Ça n'a eu aucun effet, pas plus que les autres ouvrages qui appartiennent à ce style qu'on appelle maintenant la collapsologie. Mais d'une certaine manière, quand on lit l'article de M. William Rees, on comprend qu'on pouvait rien faire. Voilà, à partir du moment où on a commencé à se gaver de pétrole, sous la forme de le transformer en énergie, c'était cuit. C'était cuit pour l'espèce. Il le montre. Il montre en particulier le rapport entre la consommation sur un graphique, le rapport entre la consommation de pétrole et la richesse d'un pays de nos jours, tant que ça dure. Et il nous montre aussi des graphiques qui nous montrent que des tendances se sont lancées, qu'il n'y a en réalité pas moyen de renverser. Alors, pourquoi est-ce que ça nous conduit à Trump? Pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup, nous nous plaignons beaucoup, et nous avons raison de nous plaindre du fait que nos gouvernants sont nuls, ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, etc. On incrimine, et je le fais aussi, le fait qu'ils pensent surtout à leur carrière plutôt qu'à penser, c'est-à-dire au renouvellement de leur mandat plutôt qu'à essayer de résoudre les problèmes. Mais quand on lit l'article de M. William Rees, ça nous rappelle que tous ces politiciennes travaillent en réalité à essayer de résoudre des problèmes qui sont insolubles. Et donc on pourrait, je dirais, peut-être leur donner une petite tape sur l'épaule en disant, écoutez, non pas c'est bien que vous foutez rien, mais si vous faisiez quelque chose, finalement, ça ferait aucune différence. Et donc, c'est pas votre incompétence, votre appât du gain, votre concentration sur votre propre intérêt personnel et celui de votre famille, finalement, n'aura pas fait grande différence. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante, et là aussi, depuis un certain temps que j'attire l'attention là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand il est de plus en plus clair que les gouvernements ne font rien et surtout ne résolvent pas les problèmes qui se trouvent devant nous? Ça fait apparaître en particulier une classe politique qui nie l'existence même des problèmes. C'est une manière d'être heureux, c'est-à-dire il n'y a pas de réchauffement climatique, la vaccination c'est une saloperie, et ainsi de suite. C'est-à-dire en fait nier l'évidence, nier les faits, et il y a un certain confort là. Ou bien faire des efforts dont on sait qu'ils n'auront finalement aucun effet véritable, ne changeront pas la tendance. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit une exacerbation des défauts d'un système démocratique. Il devient de plus en plus évident que ça ne marche pas.
Et il n'est pas tout à fait clair nécessairement qu'en arrière-plan, c'est parce que le problème qu'on essaie de résoudre, celui de, voilà, du dépassement, voilà, de la transgression de la capacité de charge de notre espèce par rapport à son environnement, est en fait un problème insoluble depuis le démarrage de l'utilisation massive du pétrole comme source d'énergie dans nos sociétés. Les gens sont de plus en plus mécontents, ils s'en prennent de plus en plus aux politiques en disant mais il n'y a rien qui se passe, vous ne faites rien, etc. Comme en plus les apparences sont qu'effectivement ils ne font pas grand-chose, les populations s'énervent et ça conduit à une polarisation, une bipolarisation dans l'électorat. Les uns qui se classent du côté du fait de dire que les problèmes n'existent pas véritablement, et les autres disant qu'il faut faire la révolution pour essayer de résoudre ça. Bon. Faire la révolution, ce serait pas mal si on avait un plan de rechange. Or, ce que l'article de M. Ries souligne quand même, c'est qu'il n'y a pas de plan de rechange. La seule chose qui puisse se passer dans un cas comme celui-ci, c'est un effondrement. C'est un effondrement dont une des manifestations, bien entendu, sera un effondrement du niveau des populations. Ce qui me conduit à M. Trump. M. Trump, Donald Trump, il est véritablement l'expression de la bipolarisation des sociétés qui sont les nôtres. Quand des difficultés s'accumulent et quand apparemment la classe politique est incapable de les résoudre, apparaissent des hommes providentiels ou des femmes providentielles qui, bien entendu, n'ont pas davantage la possibilité de résoudre les problèmes, et dans les cas voilà, comme Hitler, Mussolini, simplement ils précipitent le processus, c'est-à-dire que leur société va s'effondrer, au lieu de s'effondrer, je dirais, relativement lentement, elle va finalement s'effondrer de manière beaucoup plus rapide. Le Troisième Reich n'aura tenu que c'est quoi, 7 plus, oui, bah une quinzaine d'années finalement, une quinzaine d'années. Le chiffre me paraît tellement court que je me dis qu'il est impossible que ce soit le cas, mais non. Et même moins qu'une quinzaine d'années, peut-être une dizaine d'années, disons. En fait, c'est-à-dire que donc ces solutions expéditives avec des chefs providentiels, en fait, conduisent à une accélération du processus d'effondrement. Alors, dans le cas de, voilà, apparaissent des personnages comme Trump, et ces personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont souligner la faiblesse de nos systèmes, par exemple en ayant des comportements qui n'ont pas du tout été prévus par le cadre supposant, je dirais, que les choses fonctionnent de plus ou moins fonctionnent de plus ou moins normal, qu'un président ne dise pas est-ce que j'ai la possibilité de m'accorder à moi-même la grâce présidentielle. Quand ça apparaît, c'est que les choses vont véritablement mal, et quand on voit un ex-président axer toute sa défense vis-à-vis de la multitude de procès qui lui sont intentés maintenant à partir de cette seule stratégie que s'il arrive à se faire nommer président, il pourra s'accorder la grâce présidentielle, on est véritablement très 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 mal barré. Monsieur Trump, inculpé maintenant par une cour locale à New York, par une cour fédérale sur à New York sur une question d'infraction aux lois électorales, d'avoir payé de l'argent pour faire taire quelqu'un. Au niveau fédéral, pour avoir confisqué des documents top secret, les avoir emportés avec lui, pour avoir fomenté un coup d'État, et maintenant au niveau de l'État de la Géorgie, pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Une multitude d'inculpations. Le président réagit en chef de secte. Quand on prend sa photo en prison, comme on le fait aux États-Unis, il utilise cette photo pour produire des t-shirts et essayer d'obtenir
des fonds de soutien supplémentaires, tentatives diverses, voilà, de faire déplacer le procès d'un endroit à un autre, des choses de cet ordre-là, en tout cas bon, des tactiques d'atermoiement retardées le plus possible non pas son inculpation qui a déjà eu lieu, mais voilà, l'infliction d'une peine et le fait pour lui de se retrouver en prison. Cette déréliction du système américain, le fait que ce système pouvait fonctionner quand il y avait une certaine vraisemblance au fait que les hommes et les femmes politiques disent « nous allons résoudre vos problèmes », que le fait maintenant que ces problèmes ne soient pas résolus, et pour des raisons voilà, d'ordre très très général, d'ordre écologique et relatif au comportement, ce que j'appelle le comportement colonisateur de l'espèce, montre toutes les fragilités du système, conduit à une polarisation des opinions et conduit en fait à un dérèglement du système dans son entier. La seule chose positive, pourrait-on dire, dans le cas de Trump et de ses différentes inculpations, c'est qu'il annonçait à chaque fois que la population allait se rebeller, qu'il y aurait un soulèvement de la population aussitôt qu'on l'arrêterait, qu'on l'inculperait. Ça n'a pas été le cas dans l'État de New York. Ça n'a pas été le cas quand il a été inculpé au niveau fédéral sous deux chefs d'inculpation différents par M. Jack Smith, le procureur spécial Jack Smith récemment, et ça n'a pas été le cas non plus quand il a été inculpé dans l'État de Géorgie pour interférence dans l'élection présidentielle. De ce point de vue-là, la démocratie américaine survit mieux que je ne l'avais imaginé. J'avais imaginé qu'effectivement une partie de la population pourrait se soulever aussitôt que le président serait inculpé d'une manière ou d'une autre. Ces appels à la rébellion n'ont pas marché dans le premier cas, ni dans le second, ni dans le troisième, ni encore récemment dans le quatrième. Bien sûr, tout le monde se plaint, enfin tous les démocrates, je veux dire les gens qui se soucient encore de la démocratie à l'américaine, le fait que ce soit dans une motorcade, voilà, que ce soit dans un défilé quasi présidentiel qui l'amène à la prison et puis l'on sort, que normalement un inculpé ne devrait pas être traité de manière préférentielle, ni comme je l'ai entendu dire, ni comme un empereur romain, mais le fait est qu'il n'y avait pas des foules pour le défendre, pour l'empêcher de se rendre dans la prison et d'y comparaître. Ça n'a pas encore eu lieu jusqu'ici. Est-ce qu'il y aura un soulèvement général? C'est possible que non, dans la mesure où quand même un grand nombre de chefs de milices fascistes ont été inquiétés par la justice et certains sont véritablement sous les verrous. Donc ça n'aura peut-être pas lieu. Est-ce que ça empêchera l'effondrement généralisé que décrit M. Rees dans les 15 années à venir? Probablement pas. Il y aura bien entendu des choses qui iront plus vite que prévu et d'autres plus lentement. Tout ça ne reste pas une bonne nouvelle. Qui seront ceux qui survivront, qui seront parmi les derniers 100 millions ou parmi les survivants, les 3 milliards de survivants, c'est pas clair du tout. Et il me semble, et je l'ai dit, que le raisonnement de M. Rees sur le fait qu'il restera un certain nombre de personnes me semble fondé sur des prémices encore assez optimistes, que tout ça ne se réglera pas, par exemple, dans des guerres thermonucléaires, et qu'il y aura encore des endroits à la surface de la Terre où il sera possible de continuer à vivre sur un mode traditionnel, alors que, d'après ma lecture de la carte, ces endroits-là sont parmi les plus exposés en termes justement de température en hausse constante. Vous l'avez vu récemment en France, il y a 2-3 jours, quand les records de température ont été battus, ça n'a pas été par des dixièmes de degrés, ça a été le plus souvent par 2 degrés à la fois, hein, dans les endroits les plus chauds comme Carcassonne, Nyon, etc. Les records battus de 2 degrés, on passe de 41 à 43, des choses de cet ordre-là. Donc ça peut aller très très vite quand M. Rees parle de 10 à 15 ans.
On a le sentiment que, vu l'accélération des catastrophes climatiques, les choses peuvent encore aller plus rapidement. Alors, c'est pas vraiment une vidéo optimiste, mais ce que la maison vend, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la lucidité. Alors voilà, aujourd'hui, en matière de lucidité, un peu d'optimisme du fait que les États-Unis ne sont pas encore dans une véritable guerre civile, même si les prémices sont là, et du côté, je dirais, un peu plus pessimiste, le fait que ça semble râper, et comme certains d'entre nous l'avaient deviné, et comme ce monsieur Ries l'établit bien sur un plan scientifique, c'est pas nous, c'est pas nos parents, c'est même pas nos arrière-grands-parents, c'est à la fin du XVIIIe siècle que que le bolide se lance dans sa course folle vers l'abîme. Donc, c'est pas des gens que nous connaissons, c'est pas des gens, même dont la plupart d'entre nous connaissent des noms, qui ont opéré le tourment dangereux à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est malheureux, bien entendu, eux n'avaient pas la moindre idée qu'ils faisaient quelque chose de très dangereux. Ils essayaient de se chauffer mieux. Quand il y a eu des machines, qu'on a inventé la machine à vapeur, ils ont compris qu'on pouvait chauffer la bouilloire avec du charbon, mais aussi peut-être avec du pétrole. Et de fil en aiguille, on est passé au moteur à explosion et à d'autres types encore, bien entendu, d'engins maintenant. Et le pétrole ou le pétrole transformé en électricité, tout ça a été responsable de ça. Donc, chers amis, c'est râpé, mais c'est pas nous, ni nos parents, ni nos grands-parents, voilà encore. Il faut remonter quand même un bon nombre de générations pour trouver les véritables responsables de la catastrophe. C'était lié dans le destin d'une espèce inventive et qui trouvera un moyen facile d'utiliser, de transformer un carburant en énergie. Nous l'avons fait et nous en payons les conséquences maintenant. Je continuerai de vous tenir au courant de ce que j'observerai autour de moi, mais en sachant et en étant prévenu que les choses pourraient ne pas être faciles dans les années à venir, pas faciles, dramatiques, tragiques, et ainsi de suite. Voilà, à bientôt j'espère. Au revoir.